La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Allô Didier! Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Oui, ça va vite. Oui, ça va vite. Ouais, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir Ça nous me fait voir super dans plaisir. nos grosses journées chargées. On sait que c'est pas toujours évident, mais merci d'avoir pris le temps. Ça me fait Oui. vraiment plaisir. Puis on a Oui. enfin une disponibilité commune, là, parce que ça a pris un peu de temps avant qu'on puisse avoir une dispo. Oui, mettons qu'octobre, novembre, décembre, c'est des périodes. Des gros En fait, mois. septembre à Ouais. décembre, c'est des périodes assez occupées. Ouais. Là. Oui. Ah, ouais. Ouais, Oui. ouais, ouais, Ben, ouais. peut-être que les gens qui nous écoutent savent pour la compagnie dans laquelle tu travailles, c'est Humance. Je pense Oui. que tu es co-créateur de Humance, hein, c'est ça? Ben, en fait, je suis associé maintenant, Associé, mais ok. Humance existe depuis 45 ans, donc Oui, ça c'est existait ça. bien avant moi. Mais maintenant, on est 10 associés, Ok. environ 140 employés. Mm. Puis on accompagne, dans le fond, les organisations dans, je dirais, tous leurs besoins de ressources humaines, mais axés sur comment l'humain contribue à générer de la performance dans l'organisation. Mhm. Donc, il y a une branche qui est plus psychométrique, une branche qui est beaucoup plus dédiée au développement du leadership, puis une troisième branche qui est dans la transformation organisationnelle, qui est la branche dans laquelle Oui. j'œuvre. Oui. Mais on va parler un peu de Ouais. transformation Mhm. aujourd'hui. Tu t'es déjà un petit peu présenté. Mis à part Humance, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, je sais que tu étais en formation aujourd'hui. En général, toi, quels sont tes intérêts, tes champs d'expertise et tout ça? Peut-être pour te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Oui, ben, avec grand plaisir. Je ne m'attendais pas à celle-là. Mais, en fait, ben, les ressources humaines, c'est un coup de cœur depuis maintenant près de 30 ans. Ouais. Puis étonnamment, quand j'ai été vers les ressources humaines, ben, c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis j'avais déjà fait un bac en sciences économiques OK. en France qui était tout sur le côté sociologique qui m'intéressait. Ici, la ressource humaine, je l'ai découverte un peu à l'université au hasard. Puis c'est embarqué, puis depuis, c'est un coup de cœur. OK. Mais toujours avec la techno pas loin. OK? Parce que ça, c'est mon côté wannabe ingénieur. Là. Je ne suis pas en tout ingénieur. Là. Et la techno, très importante, toujours présente. Mhm. Puis je dirais que j'ai longtemps dirigé, j'étais cofondateur de HRM, donc pendant longtemps HRM Group. Et déjà, on explorait beaucoup, beaucoup au niveau de la technologie. OK. Donc, bien sûr, il y a eu, dans les années 2004-2005, il y a eu l'apparition des réseaux sociaux, puis l'explosion. Ouais. Puis ça a eu beaucoup d'impact sur les entreprises, puis sur la manière dont on communiquait en entreprise. Mhm. Il y a eu, bien entendu, toutes les technologies qui ont permis la communication à distance, puis ça bien avant la COVID. Donc, je travaillais longtemps avec l'ETS, d'ailleurs, je travaille toujours avec eux autres en Mhm. formation, Mhm. où on explore comment la technologie peut avoir un impact sur les groupes, etc. OK. Et puis, l'IA, ben, ça a commencé il y a 10 ans. On a fait des expérimentations. À l'époque, c'était de l'IA qui était des algorithmes prédéfinis. Là. Donc, un beau potentiel, mais limité en même temps, parce qu'il fallait vraiment tout prévoir, tout programmer, etc. Mhm. Puis surtout, il fallait parler le langage des programmeurs. Il fallait avoir une interface, quelqu'un qui fasse... Donc, on avait commencé à travailler avec les ressources humaines et l'intelligence artificielle. C'était pas trop concluant parce que ça ouvrait pas beaucoup de Mm. possibilités. C'était beaucoup dans de la validation de données, beaucoup dans d'essais d'être prédictifs. OK. Fait qu'on avait ralenti là-dessus. On a continué sur plein de choses en technologie. Il y a eu toutes les plateformes dans le cloud qui ont permis vraiment de changer la manière dont les gens interagissaient avec le contenu puis avec les équipes. Mhm. Et puis, bien sûr, avec l'IA générative, ça a repropulsé finalement l'IA, avec aujourd'hui la possibilité d'utiliser le langage naturel pour interagir, fait que ça change complètement la donne dans l'utilisation en entreprise puis dans le grand public. Là. OK. Absolument. OK. Puis si, mettons, on va à la base, là, parce qu'on parle d'intelligence artificielle ici, là, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, juste pour les gens qui nous écoutent? Parce que, tu sais, mettons, moi, on connaît ChatGPT, Claude, tu sais, des Copilot. Copilot. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, y a-tu d'autres choses qu'on connaît peut-être pas plus? Ou peut-être même à la base, si Ouais. on revient, techniquement, c'est quoi l'intelligence Ouais. artificielle? Dans Est-ce le que c'est fond. là depuis longtemps, mais que là, parce qu'elle est accessible à tout le monde, là, Ouais. c'est comme si c'est nouveau? Tu sais, y a-tu une évolution dans ce que c'était, ce que c'est aujourd'hui? Peut-être de faire Ouais. juste comme une mise en contexte puis une introduction Oui. de ça. Ouais, c'est ça, les changements. En fait, l'intelligence artificielle sous ce nom-là Ouais. a débuté dans les années 50. Mhm. À l'époque, la volonté, c'était d'essayer de comprendre le cerveau. Donc, une des manières dont les chercheurs à l'époque se sont dit, je vais comprendre le cerveau,
Ils se sont dit, on va essayer de reproduire avec une machine ce que le cerveau fait. Si on y arrive, ça voudra dire qu'on a compris les rouages du cerveau. Et donc, ça a commencé comme ça, donc avec la programmation. Il faut savoir que depuis Turing, puis même avant ça, il y a eu des machines à calculer qui se faisaient. Vers la fin des années 1800, il y avait des premières machines à calculer, mais il n'y avait pas de mémoire, donc c'est un peu compliqué. Dans les années 50, c'est beaucoup plus la forme qu'on connaît actuellement, puis bon, il y avait l'informatique qui prenait de la place. Donc, il y a eu une explosion. Par contre, la technologie qui était utilisée, le mode, les algorithmes qui étaient utilisés étaient des algorithmes. La manière très simple de l'expliquer, c'est que si je voulais que la machine fasse quelque chose, il fallait que je la programme pour le faire. Donc, si on voulait reproduire des tâches qu'un employé fait, par exemple, ben, il fallait que j'analyse les tâches, que je dise, ben, quand il se passe ça, ça doit faire ça, quand il se passe ça. Donc, les algorithmes, ce que ça fait, ni plus ni moins, c'est une formule mathématique qui, selon les données qu'elle va recevoir, va donner un résultat. Donc, c'est un peu comme une recette de cuisine. On met des ingrédients, puis à la fin, on a un résultat. C'est le même principe. Euh, Avant l'arrivée du machine learning, puis en fait des réseaux neuronaux, ben, ce qu'on utilisait d'abord et avant tout, c'était des algorithmes prédéfinis, comme je disais, où on disait, ben, s'il arrive telle chose, tu fais ça, s'il arrive telle chose, tu fais ça. On comprendra que ça limite les possibilités un peu parce qu'il faut tout prévoir. Et Ouais. c'est très difficile de tout prévoir. Donc, à un moment donné, ça a atteint son maximum, mais ça fonctionnait bien et ça fonctionne encore. Il y a encore des algorithmes sous le modèle symbolique qui utilisent, là, qui sont utilisés, entre autres pour la prévention dans la sécurité aérienne, dans le OK. milieu bancaire. En fait, il y a plein de secteurs qui continuent et aujourd'hui, c'est mélangé aussi avec les autres modèles. Ce qui a beaucoup changé la donne, c'est qu'à un moment donné, ben, on s'est intéressé au cerveau, au réseau de neurones. Mhm. On a compris qu'une formule mathématique et un neurone, il y a des similitudes. Il y a quelque chose qui rentre, on donne une force, il y a quelque chose qui ressort. Et quand on combine plusieurs neurones, ben, ça va donner plein de possibilités. Mhm. Les algorithmes, ben, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est qu'il y a une donnée entrante, il y a un calcul qui se fait, qui donne une force à la donnée, puis après ça, ça ressort, il y a un résultat. Mhm. Dans ce contexte-là, ce qui a changé, c'est d'utiliser finalement le modèle des neurones pour permettre à la machine d'apprendre par elle-même, en fait, d'essayer une Mm. multitude de possibilités pour identifier quel est le résultat le plus intéressant. Et puis, par un système de renforcement, donc les programmeurs vont renforcer. Ben, quand le chemin qui est pris est bon, donne de bons résultats, c'est renforcé, la machine va continuer dans ce sens-là. Et éventuellement, ça va lui permettre d'arriver à une probabilité très grande d'être proche ou d'être sur le résultat. Mhm. Mm. D'accord? Donc, à la base, l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que des formules mathématiques qui calculent, qui font des probabilités dans le cas, Mhm. surtout de l'IA générative, mais qui calculent, qui arrivent à un résultat. Mhm. La question est intéressante parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend que ce qui sort dans ChatGPT, par exemple, Mhm. ben, ce n'est pas la vérité. Mhm. C'est une probabilité de ce qu'on s'attend à avoir comme résultat suite à la question qu'on a posée. Donc, ChatGPT, c'est une grosse formule mathématique de puissants algorithmes combinés qui vont lire la première partie de la phrase qui est votre question Mhm. et qui vont essayer de prédire la suite. Et la suite, si la machine a été alimentée avec les bonnes données, ça va donner quelque chose de très proche. Mhm. Puis il y a des réglages au niveau de la température de ce qu'on veut comme écart là, qui est possible. Puis s'il n'y a pas beaucoup de données, si on lui a donné de la latitude, ça peut donner des résultats très loin. Mhm. D'où des fois des hallucinations Absolument. qui sont finalement un écart par rapport Ouais. aux résultats escomptés, mais qui sont ni plus ni moins qu'un calcul. Donc, l'intelligence artificielle, c'est juste des calculs mathématiques qui essayent de prédire finalement des résultats par rapport à des données qu'on soumet. Et d'où aussi, finalement, parce que tu parlais d'où parfois les hallucinations, Mhm. mais d'où l'importance de contextualiser ce qu'on veut lui demander. Mm. Tu sais, je pense que c'est ça, comme tu dis, si on veut finalement avoir la réponse la plus près de la réalité, il faut mettre l'intelligence artificielle en contexte. Fait que je pense que avec ce que j'entends beaucoup, une bonne ou une façon de l'utiliser, ça serait justement de l'utiliser peut-être, disons, comme un assistant. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Donc, de Ouais. lui donner du contexte, de Mhm. lui dicter comment qu'on veut que notre assistant parle, sur quel ton, avec quel type on s'adresse à quel type de clientèle et tout ça. C'est quoi les façons d'utiliser? Parce que justement, c'est
c'est pas quelque chose qui est véridique à 100%. C'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut prendre. En fait, je pense que ça nous prend peut-être une rigueur ou une... Ouais. L'esprit critique. Ben, en Exact. fait, c'est la proximité avec votre attente qui est très importante. Ok. On va donner un exemple très simple. Ouais. Si je vous demande c'est quoi le meilleur restaurant à Montréal, Mhm. vous allez me dire ben, c'est le restaurant X. Mm. Maintenant, si je vous dis c'est quoi le meilleur restaurant à Montréal, je suis vegan. Mhm. Votre résultat va être différent. Si je vous dis c'est quoi le meilleur restaurant à Montréal, je suis vegan, puis je suis prêt à payer jusqu'à 150 $ pour le repas. Le résultat va être différent. Donc, plus on contextualise, plus on amène de la précision dans notre demande, plus le résultat en bout de ligne va se rapprocher, va se resserrer. Absolument. Fait effectivement, le plus de contexte on est capable de donner, puis ça, c'est vraiment le principe des requêtes, des prompts, Ouais. Ouais. où ben, plus on est capable finalement de préciser ce qu'on veut, ben, plus on a des chances d'arriver proche du résultat attendu. Ce qui ne veut pas dire que la première réponse n'est pas bonne. Quand je vous demande un restaurant sans autre contexte, la réponse est bonne. Mhm. C'est juste que ce n'est pas celle à laquelle je m'attendais parce que je n'avais pas donné le contexte. Mhm. Puis ça, c'est définitivement dans l'accompagnement des utilisateurs. Puis là, on est vraiment dans l'utilisation d'assistants conversationnels, là, quand on Ouais. parle de ça, mais dans l'accompagnement des utilisateurs, il y a vraiment une prise de conscience que la machine ne sait pas ce que vous ne lui dites pas. Mhm. Ouais, c'est En ça. fait, elle a une connaissance très générale. Mhm. Puis le plus on donne d'informations, ben, le plus le résultat va être intéressant en bout de ligne. Mhm. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Puis, moi je trouve ça fascinant, Oui. personnellement. Mais on parle beaucoup aussi dans le cadre de mon travail, tout ça. Puis, c'est ça, je trouve ça quand même fou qu'on en soit rendu là. Mais Ouais. personnellement, c'est peut-être parce que je suis très optimiste dans la vie, mais on entend beaucoup que l'intelligence artificielle va remplacer les humains, va Ouais, remplacer nos jobs, là. Ouais. oui, c'est ça, va prendre nos emplois et tout ça. Personnellement, j'y crois pas à 100%. Je pense que l'humain va toujours être nécessaire pour justement avoir un regard critique sur ce que l'intelligence artificielle fait. Mais en même temps, je comprends d'où ça part. Est-ce que tu peux en parler un peu Oui, de oui, cette tout à fait. peur-là, puis Ouais. peut-être de venir déconstruire ça, ou si c'est le cas, Ou d'amener des nuances. exactement, peut-être. d'amener des Ouais. nuances. Première chose, ben, tout le déploiement de l'IA, c'est une révolution technologique qui est fondamentale là, parce que ça ne fait pas juste toucher certaines parties des métiers, de la production, etc. Ça va toucher plusieurs facettes. Donc, non seulement ça vient, puis on va revenir en détail, mais non seulement ça vient remplacer certaines tâches, mais ça change aussi la façon dont on va travailler, puis je vais y revenir. Donc, effectivement, c'est une révolution technologique, puis ce n'est pas la première qu'on a. Hein. Il y a eu Mhm. une première révolution industrielle, une Ouais. deuxième. Donc, à chaque révolution, à chaque introduction de technologie, ça génère des craintes et c'est normal. Absolument. Quand le train à vapeur a été inventé, puis à l'époque, il n'allait pas très vite, les gens ne voulaient pas embarquer, ils pensaient qu'ils allaient devenir fous. OK. Parce qu'ils disaient le paysage défile vite, on va devenir fou, le cerveau ne pourra pas le traiter. On sait aujourd'hui, il n'y avait pas de TGV. Là. Si il y avait pas de TGV, on s'entend que... Donc, ça génère des craintes et c'est normal. Donc, ça, c'est le premier constat. Ça va transformer nos façons de travailler, de produire, de consommer. Donc, ça va générer des craintes. Deuxième élément, à chaque transformation technologique, il y a eu des pertes d'emplois Mhm. et il y a eu des gains d'emplois. Ça, donc, c'est des emplois qui viennent finalement plus utiles parce que c'est remplacé par la machine. Et il y a des nouveaux emplois qui sont créés. Donc, ça, c'est une réalité. On l'a vu. L'économie n'a jamais cessé de croître. Puis au contraire, souvent, les révolutions technologiques ont stimulé l'économie. Là où il y a une nuance à apporter, Ouais. Mhm. c'est le temps et les individus. Puis ça, c'est un paramétrage qu'il faut comprendre. Ok. Entre le moment où un emploi est perdu et un nouveau est créé, on ne sait pas quel est le temps. Il Mhm. peut y avoir un délai. Mm. Donc, moi, quand je regarde la première révolution industrielle, c'est loin derrière moi, je fais un bilan, je regarde, je dis, ah, ben, les gens qui étaient à la campagne ont été à la ville, puis moins d'emplois à la campagne, plus à la ville, la balance est positive, tout va bien. Dans les faits, c'est pas exactement comme ça, parce que pour l'individu, sur l'échelle d'une vie, ça peut faire une grosse différence. Ouais. Un travailleur qui a 55 ans, dont l'emploi finalement est supprimé parce qu'il y a des coupes d'emplois à l'heure actuelle qui sont reliées à l'IA, est-ce que lui, à quelle vitesse il va être capable de se retrouver un emploi? Mhm. Et est-ce que lui va être capable? Parce que le fait que l'IA crée des emplois en technologie, ça ne lui donne pas d'emploi à lui. Absolument. Ça va donner des emplois à des personnes. Mhm. Et donc, oui, le bilan est positif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes. Ouais. Ouais, Ça c'est ne veut ça. pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont être dans un contexte difficile et dont on doit s'occuper. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on le sait que ça s'en vient. Donc, on a une responsabilité comme société,
comme organisation, de voir comment on prévoit des processus de requalification des travailleurs, parce qu'effectivement, il va y avoir un impact. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une vision un petit peu plus comme micro que macro, dans le fond, comme plus... Si je suis un gouvernement qui veut investir, Ouais. je vais avoir une vision à plus long terme, puis je suis Mhm. conscient que, mais je dois quand même investir dans la requalification. Mhm. Si je suis une entreprise, je commence à comprendre qui va être impacté de manière plus spécifique. OK. Et je devrais me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me prévoir finalement des parcours pour que ces gens finalement acquièrent des nouvelles compétences, soient capables de rester avec l'organisation? Mhm. Il y a des questions vraiment à se poser, puis ça, c'est très micro, là, c'est Ouais. vraiment par rapport à des individus. Fait que, oui, il va y avoir des impacts sur l'emploi. On ne sait pas l'ampleur parce qu'on ne connaît pas les délais, la Ouais. vitesse. Euh, Si vous m'aviez parlé de ce que peut faire l'IA il y a un an, je n'aurais pas le même discours qu'aujourd'hui. C'est clair. Mhm. Et ça va à une vitesse et c'est accéléré et ça va s'accélérer parce que l'IA va contribuer à sa propre évolution Ouais. et donc il va y avoir une accélération. Le troisième paramètre à regarder quand on parle d'emploi versus l'IA, c'est est-ce qu'on parle de poste? Est-ce qu'on parle de tâches? De quoi on Mhm. parle? On a des individus dont certaines tâches, une quantité minime, vont être affectées puis vont être assumées par une machine. Mhm. Eux, l'impact puis la possibilité de faire d'autres choses, elle n'est pas très compliquée là, parce que dans le fond, c'est une partie de leur tâche. Il y a des gens, vous pouvez penser aux personnes, par exemple, qui faisaient tout ce qui est le sous-titrage pour la télévision. Mhm. Ça n'existe, pour ainsi dire, plus ou très peu. Mhm. Ça a été maintenant, c'est mécanisé. Je ne sais pas si vous avez vu la traduction simultanée qu'offre YouTube maintenant. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Mhm. On a atteint des niveaux qui ne sont pas parfaits, mais qui s'en viennent de plus en plus intéressants. Et donc, dépendamment de la quantité de tâches qui est remplaçable par l'automatisation, qui peut être automatisée, l'impact va être très, très, très différent. Mhm. Puis là, ça veut dire que les travailleurs doivent venir développer d'autres compétences. Parce qu'on dirait qu'il y a aussi l'aspect de comme, à quel point tes tâches, t'es expert dans ça, puis que tu peux pas comme, te faire remplacer un peu par l'IA. Là, je veux dire, nous, mettons les métiers de l'humain, on dirait, je pense à Ouais. ça, là, les psychologues, puis les infirmiers, infirmières. C'est plus difficile de les remplacer peut-être par, je sais pas. Là, Non, non, mais tout à fait. Ouais. En fait, il y a une très bonne nouvelle. On veut la savoir. Ouais, c'est que la machine n'a pas de conscience. Puis je sais Ouais. que ça a l'air ésotérique, mais c'est un paramètre qui est très important. Absolument. Mhm. Quand on regarde les différents niveaux de conscience, Mhm. le premier élément, c'est la perception. Ça, la machine peut percevoir. La preuve, c'est qu'on filme, qu'on enregistre, qu'on prend la température. Donc, le deuxième niveau, c'est vraiment le ressenti. La machine ne ressent pas. Mhm. Mais, Fait que- mais ça, c'est. L'empathie, comme? Elle ne ressent pas, mais c'est fou quand même à quel point elle est entraînée à donner l'impression qu'elle ressent. C'est une simulation C'est fou, totale. Ouais. Si vous venez de me voir, puis quelqu'un dans votre famille est décédé, vous êtes en larmes, je vais ressentir quelque chose, Absolument. moi, comme être humain. Ouais. La machine, pas du tout. Non. La machine, elle va juste calculer puis dire, quand il y a tel scénario, c'est telle réponse qui est attendue, puis elle va donner une réponse. OK. Et la machine est bonne Absolument. pour simuler l'empathie, Absolument. Ouais. mais elle n'en a pas. Non. Donc, dans des contextes de soins, d'interaction auprès des êtres humains, ça fait une énorme différence. Mhm. Mais c'est quelque chose qu'il faut rester tellement vigilant parce que j'ai l'impression que c'est tellement une attrape. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, justement, qui écouteront peut-être pas le podcast ou qui vont peut-être, ou qui n'ont pas peut-être ce réflexe-là des fois de se ramener dans la logique de la chose puis de se dire non, non, non. Parce qu'en même temps aussi, elle est comme entraînée à te dire ce que tu veux entendre d'une certaine manière aussi. Ça peut être extrêmement apaisant pour des gens qui sont souffrants parce Ouais. que, alors, dans la manière dont les machines sont programmées, je vous disais tantôt qu'on renforce. Mhm. Le principe de renforcement, c'est, puis là, je vais faire de l'anthropomorphisme, je vais parler à la machine comme si elle me comprenait, mais je dis à la machine, si tu as le bon résultat, je vais te donner 1 point. Si tu ne l'as pas, tu as 0. Donc, la machine, son but, c'est d'aller chercher le 1. Mais on Mhm. s'entend, c'est d'avoir une formule mathématique précise, etc. Ce que ça fait, c'est que la machine est complaisante. Mhm. C'est qu'elle va toujours essayer de satisfaire la personne en face parce que c'est un principe de renforcement. Si j'ai la bonne réponse, je vais être récompensé. Donc, c'est pour ça que c'est agréable de parler d'une machine. Mhm. Bon, à part quand il y a des dérives, qu'il y a des hallucinations, la plupart du temps, les machines nous disent tout ce qu'on veut entendre, font tout ce qu'on veut. Ouais.
On peut les solliciter pendant 12 heures de suite. Il n'y a pas de problème, ça va marcher, si on a le bon forfait, bien entendu. Mais- Ouais. il y a une limite commerciale aussi. Ouais. Mais bref, fait que c'est agréable et ça simule, mais ça demeure une simulation Ouais. parce qu'il n'y a pas de ressenti. Ouais. Puis le troisième niveau, c'est la conscience dans l'univers. Puis je sais que ça a l'air très philosophique, mais c'est réel. Mhm. Nous, on sait où on est, ou en tout cas on pense le savoir, où on est, on sait qu'on va mourir un jour, on sait qu'on a des plans pour demain, la semaine prochaine, dans 6 mois. On ne sait pas si ça va arriver, mais on a des plans. Donc on est capable de se projeter dans le Mhm. temps, de savoir qu'on est né, qu'on est mort, Mhm. etc. La machine, non, absolument pas. Donc, si on revient aux soins, quelqu'un qui vit Ouais. quelque chose de très difficile, on n'égalisera pas à court terme la réelle empathie qu'a un humain envers un autre humain. Mhm. Mais on va le simuler, puis ça peut être très satisfaisant pour la personne qui reçoit l'interaction de la machine. C'est un fait. Ouais. Mhm. Puis là, je vais peut-être changer un peu de. À moins que tu voulais clore sur ce Vas-y. sujet-là, mais tantôt, tu parlais d'accompagnement. Fait que là, je me Oui. demandais quel type d'accompagnement les organisations peuvent aller chercher, soit, mettons, au niveau des gestionnaires, des RH, tu sais, pour aller peut-être, comment je fais ça, diminuer l'inquiétude ou augmenter les compétences par rapport à l'IA au niveau de leurs employés. Euh, En fait, il y a des choses qui sont vraiment épatantes et qui sont un petit peu le début de Mhm. l'accompagnement. C'est la mesure. OK. Quand je dis que c'est épatant, c'est qu'on sollicite régulièrement les auditoires. Dans la dernière semaine, j'ai dû croiser environ 600 personnes à différents événements et à chaque fois, on pose la question, OK. avez-vous mesuré? Avez-vous demandé à vos employés, Mm. est-ce qu'ils utilisent l'IA? Est-ce qu'ils comprennent, ils savent comment ça marche, ont la formation pour? Est-ce qu'ils ont des craintes? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Très peu d'entreprises ont mesuré ça. Je vous dirais, c'est la première étape. Ben, Si c'est on- ça, c'est comme un diagnostic un peu, la première Ouais. étape, puis l'analyse De des base. besoins, le diagnostic, moi, c'est ça. Fait que j'entends beaucoup d'entreprises qui disent ah non, chez nous, les gens n'utilisent pas, c'est barré. Non, c'est pas vrai parce qu'ils ont un téléphone, puis ils font comme il y a plusieurs années avec les réseaux sociaux. Ouais. C'était bloqué en entreprise, mais les gens avaient leur téléphone, puis ils étaient sur les réseaux sociaux, sur le Mhm. téléphone. Là, il y a le shadow AI, là, donc l'utilisation un peu masquée, cachée. Ça a des proportions phénoménales. Mhm. Et donc, on n'a pas cette donnée-là. Fait que pour accompagner nos employés, c'est compliqué. OK. Fait que la première étape, c'est vraiment de faire cette mesure-là, de dire qui l'utilise, qui a besoin de support, quel est votre niveau de connaissance. Parce que l'IA, c'est très large. Puis dire oui, oui, je connais ça, je l'utilise. Faire une recette de spaghetti, c'est une chose. L'utiliser pour analyser un grand nombre de données, c'est complètement autre chose. Mhm. Donc, le degré de compréhension est très différent. Il faut le mesurer. Puis, il y a encore beaucoup de craintes, puis des craintes qui sont réelles sur l'emploi, on l'a dit, parce qu'il faut quand même clarifier ces dimensions-là. Il y a des dimensions éthiques qui sont très importantes. Mhm. À l'heure actuelle, il y a des enjeux au niveau de la gestion algorithmique. C'est que nos gestionnaires vont de plus en plus utiliser des machines pour prendre des décisions. Ouais. Et la part de l'humain dans la décision, puis l'ajustement qu'un humain peut avoir avec un autre humain est en train de disparaître. OK. Plus la machine donne les rétroactions, moins il y a cette possibilité d'ajustement. L'environnement, hein? On sait que l'IA a beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc, il y a plein de craintes qui sont louables et pour lesquelles l'entreprise doit donner des réponses ou au moins s'aligner, prendre un alignement. Donc, je mesure. Ouais. Deuxièmement, je manifeste un alignement. Point de vue éthique, voici comment on veut fonctionner. OK. Voici nos balises. Ouais, c'est ça. Puis elles ne sont pas évidentes, mais il faut les définir. Pourquoi on va utiliser les machines? Quel est l'objectif? Le lien avec l'environnement, comme je disais tantôt. Bon, le respect de la loi, ça va de soi, ça devrait faire partie d'eux au niveau de la confidentialité, sécurité des données. Ouais, c'est ça. Donc, dans l'accompagnement, il y a déjà cette prise de conscience de dire, ben, comme organisation, je dois me positionner puis dire, voici ce que je vais faire, puis pourquoi je vais le faire. OK. Ça va sécuriser les employés. Mhm. Les employés qui se disent, ben, il y a une direction claire, voici les balises, je comprends. Ben, pour les employés, c'est très clair. L'étape suivante, c'est de commencer à l'introduire, puis de développer les gens pour qu'on s'approprie cette technologie-là, qui est très différente de ce qu'on a connu avant. Mhm. Le lave-vaisselle, c'est bien pratique, mais on ne peut pas jaser avec. Fait que c'est vraiment, on est ailleurs. Mhm. Absolument. Là, il y a vraiment une interaction et on peut envisager qu'à moyen terme et même à court terme, dans la prochaine année, 2 prochaines années, on ait de plus en plus d'agents autonomes, donc d'algorithmes qui font une série de choses, série d'opérations qui, dans le milieu de travail, vont nous entourer. Mhm. Si on ne s'est pas préparé à ça, on a un problème. Ben, c'est vraiment un changement de paradigme au niveau des méthodes de travail. Donc, l'entreprise doit commencer à accompagner les gens
en leur faisant essayer, en comprenant la mécanique, Mhm. tout le principe du fait que c'est probabiliste, le principe, il y a énormément de biais qui viennent avec ça, Ben oui. il y a des paradoxes phénoménaux. Mhm. Je vais vous en nommer un sur lequel il faut beaucoup éduquer les gens. Mhm. Euh, Tout le paradoxe de l'automatisation, c'est le suivant. Plus la machine est automatisée, plus comme humain, j'ai une responsabilité de vérifier le résultat. Mhm. Ah, Mais dans les faits, plus la machine est automatisée, moins comme humain, je suis enclin à vérifier le résultat parce qu'il absolument. s'établit une espèce de confiance Mhm. et on se dit, ça marche. Une anecdote que je raconte souvent, c'est par rapport à l'explosion de la navette Challenger Columbia dans les Mhm. années 80. Ce qui s'était passé, c'est que la plupart des systèmes étaient automatisés. Toute la vérification des systèmes était grandement automatisée. La veille du lancement, il y a eu un gel et comme 90% des équipements étaient vérifiés automatiquement, on a dit, on va regarder, puis c'est correct. Mm. Il y a un 10% qui n'étaient pas vérifiés. Et dans le 10%, il y avait un petit joint de dilatation d'un réservoir. Il a gelé, il a fendu et la navette a explosé avec des personnes à bord. Mhm. Ce que ça nous apprend, c'est que plus on a de technologie, plus les portions qui restent sont critiques. Ouais. Ouais. Et il faut qu'il y ait un jugement humain Mm. entre chaque portion automatisée pour assurer qu'il y ait un garde-fou quelque part. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les machines. Donc, je reviens sur ma Ouais, formation. ouais, ouais. Il faut éduquer beaucoup les gens là-dessus parce que une fois que ChatGPT vous a donné 4 bonnes réponses, la cinquième, vous la regardez, vous l'analysez même plus. Vous la prenez, Ouais. puis vous dites, ça va être bon, les 4 précédentes étaient bonnes. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Mhm. Il faut vraiment vérifier. Donc, c'est des nouveaux réflexes à développer. Puis ça prend beaucoup de formation, d'éducation. Et il faut y aller progressivement parce que c'est un changement majeur. Absolument. Mais même le feedback que tu mentionnais tantôt, on dirait que je suis comme un peu étonnée de savoir que ChatGPT peut aider quelqu'un à donner du feedback alors que c'est comme ton rôle de base comme te développer toi-même, je pense, au-delà de demander à une machine comment le faire à ta place. C'est comme si tu enlevais ta responsabilité de Mais c'est comme apprendre tu à te le fais faire. former par un AI, finalement. Tu te fais former, mais tu lui demandes comment donner du feedback, mais il dit la réponse. On dirait qu'il va te donner la réponse de comment donner du feedback, mais dans le fond, Et c'est peut-être pas cette bonne réponse. c'est peut-être pas la bonne réponse. Ben, c'est ça. Euh, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que plus on va avancer, plus la réponse risque d'être intéressante, Mm. riche et bonne. Plus on a adapté nos systèmes. Chez nous, on travaille avec des algorithmes qu'on entraîne avec nos données. Ouais. Donc, ça peut être des GPT, il y a des GEMS aussi, il y a plein Ouais. de systèmes qui peuvent exister. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nourrir avec énormément de notre contenu. Mhm. On va réduire ce qu'on appelle la température au minimum, donc Ouais. la possibilité de s'éloigner finalement. Et ça donne des choses qui sont très intéressantes. OK. Mais ça prend quand même un humain en bout de Absolument. ligne pour valider, Ouais. puis pour regarder tout ça, puis dire ça fait du sens. Donc, il y a des gains d'efficacité OK. sur de la recherche, sur de l'analyse, Mm. mais ça ne remplace pas l'humain. Absolument. Ouais. Vraiment pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça- Mais j'ai envie de rebondir Ouais. sur quelque chose que tu disais que je trouve vraiment intéressant. C'est justement en lien avec ce que tu dis toi aussi, c'est quoi la place de bord qu'on devrait donner à l'intelligence artificielle dans une organisation, considérant que c'est là, que ça va continuer à être là, mais qu'il y a quand même des bémols et des nuances et des angles morts à avoir, Mhm. tu sais, dans le sens que, justement, je ne vais pas, un chef d'équipe, un gestionnaire ne peut pas tu sais, remplacer une discussion stratégique, par exemple, avec d'autres supérieurs, avec un AI. Tu sais, il y a quand même probablement Mhm. des notions humaines essentielles à garder. Fait que comment lui donner sa place dans un contexte où c'est nécessaire, mais en même temps, les humains aussi sont nécessaires. Ouais. Ouais. On doit avoir avec l'IA une relation qui est symbiotique. Puis je vais donner un exemple. L'être humain a toujours essayé de développer sa capacité physique, Mhm. parce qu'on est quand même assez limité comparativement à d'autres animaux ou d'autres Mhm. êtres vivants. Euh, on s'est associé dans la nature. Par exemple, on a pris les chevaux, parce que les chevaux nous permettaient d'aller plus vite, d'aller plus loin, etc. Donc, on s'est associé, en l'occurrence, là, à des êtres vivants. Avec l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose. L'intelligence artificielle n'est pas la même intelligence que l'humain, parce que c'est des neurones simulés. Au niveau quantique, c'est pas du tout la même chose encore. Mhm. Donc, ça fait des choses très bien, mais qui sont complémentaires à nous. Et à un certain point, ça nous remplace.
faire des calculs avec un très grand volume de données, l'IA est nettement meilleure que nous. Mhm. Ce que l'IA fait en quelques minutes, ça nous prendrait des années à faire. Donc, il faut comprendre que c'est deux intelligences complémentaires. Et donc, pour répondre directement à ta question, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à chacun prendre sa place. Mm. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Université américaine, je ne sais plus laquelle, où il montrait qu'il y a deux utilisateurs dans l'IA, puis surtout dans l'IA générative. Il y a ceux qui vont être en perpétuelle conversation avec l'IA. Ça, on les appelle les cyborgs parce que l'IA est quasiment rendue un peu en dedans d'eux. Mhm. Ouais. Et les centaures, c'est ceux qui vont diviser le travail. Donc, ils vont regarder leurs tâches et ils vont dire ça, je vais le donner à l'IA, ça, je vais le faire, Mm. de manière consciente et calculée. Ben, si on veut bien travailler avec l'IA, c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que l'IA fait de bien, qu'est-ce que l'IA ne fait pas bien parce que l'humain est meilleur, puis comment je délègue des tâches à une machine parce qu'elle fait ça très bien, et comment, comme être humain, je garde les tâches dans lesquelles l'être humain est meilleur. Et ça se fait progressivement. C'est pour ça que je disais qu'il Mhm. faut habituer les gens à utiliser la technologie progressivement. Ça leur permet de prendre conscience que, ben, dépendamment de comment ils font, puis de la tâche qu'ils donnent, il y a des fois, ça marche très bien. Et des fois, le résultat n'est pas terrible. Puis les éduquer justement sur les forces et les limites des machines. Fait que c'est vraiment un travail qui va être complémentaire. La seule chose, c'est qu'encore, on doit garder en tête que, ultimement, c'est l'humain qui est responsable. La machine est à notre service et pas l'inverse. Ouais. Donc, ultimement, c'est l'humain qui prend la décision de dire ce résultat-là, oui, je le considère comme bon ou pas. Mhm. Parce que la machine travaille pour nous. Fait que si on peut bien l'utiliser, est-ce que, puis tu sais, je reviens un peu à ce que je parlais tantôt par rapport à les gens qui ont peut-être peur de perdre leur emploi et tout ça, mais est-ce que ça peut être finalement complémentaire à tout type d'emploi, finalement? Est-ce que n'importe qui pourrait travailler en symbiose avec l'intelligence artificielle? Il y a des emplois où il y a une forte composante de tâches qui va être assumée par la machine. Donc, ça va demander à l'individu de développer Mhm. beaucoup d'autres compétences. Hein. OK. L'exemple qu'on prend souvent, c'est en droit, dans la recherche jurisprudentielle. Mhm. Avant ça, c'était souvent des jeunes professionnels qui le faisaient, puis c'était la bonne vieille recherche. Bon, c'était informatisé quand même très bien, automatisé, Mhm. mais il y avait encore une portion humaine importante. Aujourd'hui, les machines, puis celles qui sont très spécialisées, pas de ChatGPT, là, on s'entend, là, Ouais. mais il y a des machines qui sont rendues très performantes et qui vont être capables de faire ce travail-là. Donc, si l'individu, 75% de sa job, c'était ça, il va falloir qu'il remplace 75% de sa job. Donc, l'effort va être beaucoup plus important. Euh, Il y a un écrivain très intéressant qui s'appelle Thomas Fletcher, c'est un diplomate qui a travaillé avec l'OCDE, qui a réfléchi un petit peu à l'avenir puis comment les métiers vont évoluer. Et ce que lui mentionne dans son livre, c'est qu'il dit, à l'avenir, nos enfants vont avoir 3 carrières. Mm. Pas 3 emplois, 3 carrières différentes. Mhm. Nous, on aura connu l'époque où on changeait d'employeur. Eux vont connaître l'époque où ils vont changer de carrière parce que certains métiers vont naître et disparaître dans une vie. C'est OK. fou. Et donc, ça veut dire que quand vous me parliez de compétences, l'adaptabilité, la capacité d'apprentissage, c'est toutes des compétences qu'on doit déjà commencer à développer parce qu'à l'avenir, on va être en permanence en évolution, en apprentissage. Donc, Vas-y, je m'excuse. vas-y, ben non, Ben, vas-y. Vas-y. en fait, j'allais dire, en fait, donc, en parallèle à former les gens à bien utiliser l'intelligence artificielle, il faudrait les former également à, comme tu disais, apprendre à gérer le changement, à s'adapter à des nouveaux contextes, à développer finalement ses compétences ou ses capacités humaines, individuelles-là. Tu sais, finalement, c'est vraiment de pair. Oui, tout à fait. En fait, il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle les compétences de fusion. Il y a 3 Ouais. niveaux. Le premier, c'est j'apprends à utiliser la machine. Mhm. Ça, c'est le premier niveau. Donc, je développe une certaine littératie numérique, pas devenir programmeur, un utilisateur. Ouais. Le deuxième niveau, c'est j'apprends à l'utiliser dans le sens que je disais tantôt, séparer qu'est-ce que je lui donne, qu'est-ce que je garde. Donc, d'organiser mon travail en tenant compte de la capacité de la machine, puis en quoi elle peut m'aider. Et le troisième niveau, c'est l'évolution. Ouais. Ouais, C'est ça. de continuer à évoluer parce que la machine va continuer à évoluer. Mhm. Puis c'est une relation qui va être en permanente évolution, qui ne sera pas figée dans le temps, loin de là. Ouais, ben moi, ça me fascine qu'on parle de relation. Habituellement, ce terme-là est Mhm. utilisé quand que, je sais pas, avec des Les humains. des humains, Ouais. des animaux, tu sais, Mhm. dans le sens, c'est vivant, c'est actif, Ouais. tu sais. Ben, dans ce cas-là, tu sais, c'est avec une machine.
Oui, on est plus dans le domaine de la physique Ouais, c'est que ça. dans le Ouais. domaine, effectivement, Ouais. de Mais l'humain, mais ouais. on est en interaction Ouais, avec c'est la ça. machine, Ouais, tout c'est à Ouais, ça. fait. ouais, vraiment. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. T'avais-tu une question? Ben, en fait, c'est ça, parce que je me demandais, dans le fond, tout ce qu'on mentionne, on dirait que ça peut créer de l'anxiété. Fait que je me dis, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des troubles ou des aspects plus mentaux qui vont se développer à cause de l'IA? Tu sais, tout ce qui est troubles d'anxiété ou autre, ça peut-tu être des conséquences de ça? Cynisme de l'épuisement. Ouais, est-ce qu'il peut y avoir ou, aussi un volet Il négatif y en a comme... déjà et c'est mesuré. Hein. OK, OK, OK. fait que Euh, ouais. L'impact de la machine sur nous, je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Est-ce que vous utilisez un GPS pour vous déplacer? Oui. Oui. Bon, pensez-vous être capable de vous rendre dans un pays que vous ne connaissez pas et de vous déplacer sans GPS? Moi, je l'ai expérimenté il y a environ un an dans un pays où les connexions Internet n'étaient pas terribles. OK, J'ai dû retravailler avec une carte. C'était la panique complète. j'imagine. Parce que conduire avec une carte dans les mains, c'est pas évident. Donc, il Ouais. faut regarder d'abord, mémoriser le chemin, puis après ça, se dire, ben, dans 3 rues, je tourne à tel endroit. Ça se fait, là, on est capable comme être Ouais, humain. ouais, ouais. Mais on a perdu ces compétences-là. C'est vrai. Euh, donc, ça, c'est juste un outil, c'est le GPS, puis ça fait longtemps que c'est là. Imaginez Ouais. tout l'accompagnement, le support que nous donne l'IA. Mhm. Va générer une multitude d'effets. L'isolement. Il y avait un reportage qui passait à la télévision la semaine dernière où un monsieur disait qu'il était tombé en amour avec Oui, j'ai vu. un personnage, je pense, d'une plateforme comme Replica ou quelque chose comme ça. OK. Et ça y a pris un certain temps à prendre conscience que c'était un algorithme, que c'était pas... ces biais-là, on va les avoir, ils vont prendre de l'ampleur, plus ça va être présent, plus... Puis, tantôt, tu mentionnais, il y a une espèce de réalisme qui est incroyable Ouais. dans l'empathie, dans le dialogue. Ben, ce réalisme-là va aller en s'augmentant. Là, on est rendu en augmentant. Là, on est rendu à ce que la voix soit de plus en plus humaine. C'est à s'y méprendre des fois. Avant ça, c'était un peu saccadé. On faisait comme ça, pas d'allure. Là, ça commence à... Il y a même les vidéos aussi. Tu sais, il y a la c'est- voix, mais il y a le visuel aussi. Tout à fait. Ouais. Fait que Ouais, c'est vrai, les vidéos. l'espèce, on est en train de traverser ce qu'on appelle la frontière de l'étrange. Ouais. Dans les interactions avec une machine, il y a une partie où on est très conscient que c'est une machine. Il y a une espèce de zone où ça devient plus clair et là, c'est malaisant. Vous savez, quand on regarde un mannequin puis il a l'air un peu trop humain, on fait comme ah non, il y a comme on Ouais, ressent quelque chose qui n'est pas le fun. Là. Ouais. Ça, cette zone-là. La zone suivante, c'est que je comprends plus que c'est une machine ou que c'est quelque chose d'inanimé. Et là, ça devient facile. Donc, on a traversé la frontière de l'étrange. Et ben, c'est ce qu'on est en train de franchir à l'heure actuelle, c'est que la capacité de comprendre que c'est une machine, que ce n'est pas un être vivant, Mhm. au sens où on le nomme, ben, ça va devenir de plus en plus mince, de plus en plus compliqué. Donc, de l'isolement, une confiance à l'extrême, Mhm. avec des bienfaits, parce que si ça fonctionne bien, c'est merveilleux, mais avec des effets négatifs. Hein, si on suit aveuglément ce que nous dit une machine, puis qu'elle nous dit des niaiseries, ben, on va faire des niaiseries. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ouais. Les grandes institutions financières utilisent aujourd'hui l'IA pour définir le crédit qui est accordé. OK. Et il y a un cas célèbre en Suisse où un couple avec les mêmes revenus, les mêmes avoirs, tout pareil, là, ont fait la demande en même temps et ils ont eu 2 limites de crédit différentes. Qui ont posé la question, ben, pourquoi? Et la compagnie était incapable d'expliquer pourquoi. C'est à cause du... C'est ça le processus, je pense on parlait de ça la dernière fois, mais le processus n'est pas comme expliqué, je pense, par l'intelligence. Faut que tu le demandes ou faut que tu... Non, c'est ça, c'est un peu la boîte noire. Ouais, c'est Donc, ça. il y a beaucoup de rétro-ingénierie qui se fait aujourd'hui pour essayer de comprendre, puis revenir, puis il y a Ouais. des endroits où on arrive, mais il y a d'autres endroits où l'explicabilité, elle n'est pas là. Mm. On sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Ouais. Et plus le processus est complexe, plus c'est difficile de revenir puis de comprendre comment la machine est arrivée à ce résultat-là. Seule chose qu'on sait, c'est qu'on l'a testé puis ça marche. Ça marche de manière probabiliste la plupart du temps. Mhm. OK? Fait que c'est un défi, un grand défi qu'on a dans l'interaction. Puis là, on parlait des effets négatifs. Oui. Les effets positifs maintenant sur le bien-être au travail, en as-tu, de l'IA? Parce qu'on parle beaucoup On du... espère. On espère! Ben, Sur l'humain, sur la santé, tu sais, en général. il y a- ben, sur l'humain, ne serait-ce que de ne pas avoir toute une série de choses à faire qui Ouais. sont des choses vraiment inutiles, mais nécessaires. Mhm. Dans le sens, tous les calculs qu'on fait, si je vous demandais demain matin de faire un chiffrier, puis de ne pas utiliser Excel, d'utiliser une règle, du papier,
Vous allez dire, ben là, on peut utiliser les outils, on les a, là, tu sais. Là. Ouais. Fait qu'il y a des bénéfices qui sont énormes et qui vont nous soulager de tâches qui, dans 10 ans, on va dire, comment ça qu'on faisait ça? Ça n'avait pas d'allure. Mhm. Comme conduire avec une carte dans les mains. Ouais. Aujourd'hui, on regarde ça, on fait, ben, on faisait ça, ouais, dangereux. Pourquoi on faisait ça? Aujourd'hui, c'est naturel. Ben, dans 10 ans, il y a des choses qu'on ne voudra plus revenir en arrière parce que ça va être fabuleux. Sur l'interaction humaine, il y a de grands bénéfices. La traduction. De plus en plus d'appareils Ouais, font c'est une vrai. traduction en temps réel qui est tout à fait honorable, qui permet un dialogue. Donc, au niveau accès à la diversité, au niveau échange d'idées, Ouais. c'est fabuleux, c'est merveilleux. Donc, il y a des très beaux outils comme ça. L'IA va nous soulager énormément dans beaucoup, beaucoup de choses Mhm. et va ouvrir un champ de possibilités qui est absolument extraordinaire. Fait que c'est vraiment souhaitable. La recherche dans la santé, on le voit au niveau de la détection de certaines tumeurs. OK. Il y a des algorithmes aujourd'hui qui sont extrêmement puissants puis qui aident beaucoup les médecins dans la détection des problématiques de cancer pour certains types de tumeurs. Donc, des bénéfices qui sont énormes. Puis la raison pour laquelle on parle beaucoup des effets négatifs plus que du positif, c'est parce que ça va vite. Ouais. Ouais. Puis l'être humain, à travers tout ça, est bousculé. Ouais. C'est comme si on n'avait pas le temps de se l'approprier, donc c'est dérangeant. Ouais. Mhm. Mais quand on le regarde, effectivement, il y a une multitude de choses qu'on va pouvoir faire, puis ça va nous amener beaucoup plus loin comme être humain, comme société. Si on le canalise bien, pardon, puis qu'on l'utilise de la bonne façon, c'est fantastique. Mhm. De la même façon que le train a permis, je reviens à mon exemple de train, a Ouais. permis de Absolument. développer des régions Mhm. complètes en traversant le Canada, par exemple. Ça a permis d'aller développer plein de régions. Donc, c'est des bénéfices super intéressants. Souvent, on parle aussi pour plein de choses en organisation, tu sais, on parle de responsabilité partagée entre l'organisation, Ouais. les Mhm. supérieurs et l'employé. C'est quoi la responsabilité entre ce que... Parce qu'on parle aussi Ouais. de défis de santé mentale Mhm. associés à ça. C'est quoi la responsabilité de l'organisation par rapport à l'IA versus que l'employé doit aussi être en mesure Mettre son gris. genre. ouais, de prendre en main? Ou c'est quoi cette responsabilité-là, finalement? Ben, en fait, il y a quand même des cadres juridiques OK. qui encadrent l'introduction de technologie parce que l'IA, on a tendance à la personnifier, etc. Mais à la base, c'est de la technologie. Mhm. Ouais. Donc, c'est la même chose qu'un ordinateur, mais plus puissant. On s'entend. Donc, il y a déjà des choses qui existent quand on a rentré la technologie dans les organisations. Après ça dépend beaucoup. Il y a beaucoup de conventions collectives, par exemple, qui ont des clauses qui prévoient que s'il y a de la technologie, ça ne doit pas avoir d'impact sur les OK. niveaux d'emploi et choses comme ça. Donc, pour ce qui est de l'impact sur l'emploi, ça, c'est déjà prévu. Pour ce qui est après ça de l'impact sur les humains, Mhm. sur comment on se sent, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a Ouais. énormément d'éducation à faire parce que malheureusement, ben, je disais, il y a des études qui commencent à mesurer, mais c'est pas simple d'aller voir l'impact. Puis c'est pas simple de voir comment on va s'habituer, comment on va interagir, comment on va évoluer. Peut-être qu'en bout de ligne, on va dire, ah, ben finalement, on s'habitue, puis ça va super bien. Mhm. Puis peut-être qu'au contraire, il y a des enjeux de santé mentale très importants qui vont s'amplifier, puis pour lesquels il va falloir vraiment s'inquiéter. Je parlais tantôt de la gestion algorithmique. On comprend que si mon gestionnaire, plutôt que venir me voir puis me dire t'es rendu où dans ton projet, ça avance-tu? Puis que là, je suis capable de dire ah, ouais, ça avance, mais tu sais, la semaine a été dure, puis j'ai pas eu le temps de me rendre où je voulais. OK, je peux te faire de quoi pour t'aider? Ça, c'est une relation normale entre un gestionnaire et un employé où on parle d'un avancement de projet. Si c'est la machine et c'est automatisé, ce que ça va être, c'est un courriel qui rentre et qui va dire vous devriez être rendu à telle étape de votre projet. Ouais. Comme être humain, comment je reçois ça? J'ai aucune possibilité de négocier avec la machine. Je peux me lever puis aller voir mon patron ou l'appeler, ou je peux toujours, mais on comprend que ça génère des interactions différentes et ça va avoir un impact sur la manière dont on interagit en entreprise. Ça va être d'avoir des garde-fous pour rappeler aux gens qu'à la base, une entreprise, une organisation, c'est des gens qui se réunissent pour créer quelque chose. Ouais. C'est ça une organisation. C'est des êtres humains qui, ensemble, réalisent quelque chose. Mhm. S'il y a trop de mécanique, trop d'intelligence artificielle, puis que l'humain tombe au second rang, ça devient des machines à produire des produits. Là. C'est plus une organisation comme telle. Ouais. Mais on dirait que je vois peut-être un enjeu au niveau de la conciliation travail-vie personnelle aussi là-dedans. Là. Tu sais, exemple, si tu n'as pas fait telle tâche ou tu as un imprévu parce que ton enfant est malade, il faut que tu y ailles. Tu sais, parfois, ton gestionnaire va être comme « Ah, ben oui, il n'y a pas de problème. » Mais là, c'est l'IA, il va dire « Ben
ben non. Je sais pas qu'est-ce qu'il va répondre, mais il va-tu prendre en considération Ben, cet aspect-là, tu sais? on aura toujours la possibilité de programmer l'IA, en tout cas Ouais, de la préparer pour qu'elle soit plus flexible, mais il faut ouais, penser à le faire. Il faut juste pas prendre les outils puis dire go. Ouais. ouais. On les utilise tels quels. Il faut les adapter. Il faut réfléchir sur l'impact. Puis je pense que c'est ça le plus gros défi qu'on a à l'heure actuelle avec l'IA, c'est que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Mm. Donc, quand tu demandais qu'est-ce qu'on fait, nous, il y a une grande partie du travail où c'est ça, on peut continuer, l'entreprise implante, etc., puis on peut l'aider en transformation, mais on s'assure de prendre un pas de recul avec l'organisation en disant, avez-vous mesuré les impacts? Avez-vous réfléchi à comment vous voulez l'utiliser? Puis ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, parce que, bon, ça va tellement vite que... Mais au moins, on a un plan. Ouais. Puis on prévoit des mesures de mitigation pour s'assurer que on minimise les impacts. Puis malheureusement, ça va tellement vite. On n'a pas de plan. Les logiciels arrivent, ça vient avec de l'IA, et on fait, bon, ben, chouette, on a une nouvelle version, chouette, on a un nouvel outil, et on n'a juste pas pris le temps. Je vais juste donner un autre exemple. Euh, je ne veux pas la nommer, mais la suite de Microsoft. Ouais. Bon, les Teams, on peut les enregistrer, on peut Ouais. les transcrire. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de savoir combien de temps chaque personne parle. Mhm. Fait que j'ai des gestionnaires qui vont dire, ben, je vois pas l'intérêt, je l'utiliserai pas. Puis j'en ai d'autres qui vont dire, ah, tiens, je vais voir qui s'implique plus, puis je vais l'évaluer en conséquence. Ah, Olé. mais... Fait on comprend qu'il y a des dérives possibles, puis il faut juste s'arrêter puis se dire, ben, c'est vraiment ça qu'on veut mesurer. c'est ça. Tu sais, on est en 2025, on veut vraiment mesurer le temps de parole ou on va mesurer si l'individu est capable de créer de la richesse pour l'organisation, puis comment, puis en fait, donc il y a des discussions à avoir parce que juste l'utiliser sans réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire avec, ça peut avoir des impacts sur les êtres humains qui sont vraiment phénoménaux. Mhm. Sachant qu'une personne qui n'interagit pas en réunion, ça en fait pas une mauvaise personne, ben ça en non. fait Ben peut-être non. une personne plus gênée, Absolument. Ouais. peu importe c'est la ça. raison. Mais rapidement, on peut tomber dans des métriques, dans des mesures qui n'ont pas de sens, là, parce que la mécanique le permet. Mm, C'est des questions à se poser. Là. absolument. Est-ce que toi, tu vois des différences entre les organisations qui utilisent l'IA vs elles qui en ont pas? C'est comme là, il y aurait comme deux sphères. Là. Il y aurait des aspects positifs et négatifs, comme tu dis, si, exemple, là, tu prends pas le temps d'avoir un plan puis de bien l'utiliser. Mais ouais, On va commencer par tous les aspects positifs. Je pense que c'est vraiment un incontournable aujourd'hui. Il Ouais. faut vraiment... J'utilise souvent la métaphore, dire aux gens, si demain matin, je vous enlevais votre ordinateur, je vous disais dorénavant, on travaille avec une feuille du papier, vous me diriez, voyons, pourquoi je me passerais ordinateur, ça existe. Là. Mhm. Et l'IA, c'est vraiment ça. Ça va nous amener finalement des possibilités qui sont absolument extraordinaires. Il faut bien le faire, mais il faut le faire, il faut aller de l'avant. Mhm. C'est sûr qu'il y a des domaines qui vont être moins impactés pour l'instant. Ouais. Les domaines où la robotique n'est pas encore prête à remplacer l'humain, ben, vont être un petit peu épargnés. Mhm. On peut penser au métier de la construction. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais Ouais. il y a encore des métiers qui sont à l'abri. Trouver des menuisiers charpentiers de ce temps-ci, c'est très, très, très compliqué. Il n'y en Mhm. a pas beaucoup sur le marché, puis il n'y a pas beaucoup de machines qui peuvent remplacer un menuisier charpentier. Ouais. Donc, pour eux, c'est sûr que l'utilisation n'est pas, à ce jour, avec OK. les technologies qu'on a, c'est pas pertinent, ils n'ont pas besoin. OK. Mais pour la majorité des organisations qui sont dans le monde du service, Mhm. puis dans la production, parce qu'il y a tout le volet intelligence artificielle, là, on parle beaucoup des systèmes qui ressemblent à des assistants, mais dans la production manufacturière, l'intelligence artificielle, avec la vision, etc., il y a plein de choses extraordinaires qui peuvent être faites et qui peuvent permettre à l'organisation d'en faire plus, de faire mieux, et en libérant leurs gens, puis quand je dis libérer, c'est pas s'en débarrasser, c'est vraiment leur Mhm. donner des tâches plus intéressantes, qui sont plus créatives, qui sont Mm. plus dans l'interaction humaine. Donc ça, c'est super, super intéressant. Là. OK. Est-ce qu'on serait rendu pas mal vers la fin? Je sais Il que... reste 10 minutes environ. OK. Ouais. Ouais, c'est ça, ça va super vite. Mais en Ouais. fait, parce qu'on a toujours un petit segment plus ludique vers la fin, Ouais. puis j'aimerais ça qu'on y passe. Mais j'aimerais ça aussi que tu... Peut-être que tu conclues ou que tu... Je sais pas s'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées que tu dis, ce serait quand même pertinent d'en parler Ouais. ou... tu sais, tant qu'à faire passer un message ou avoir la plateforme d'avoir justement des professionnels dans le monde du travail et tout, autant des employés que peut-être des Mhm. gestionnaires, qu'est-ce qu'ils pourraient retenir de cet épisode-là ouais, qu'est-ce qu'ils Ouais. pourraient Mhm. retenir? Ou sinon, est-ce que si tu as des mythes aussi à déconstruire si jamais tu penses à des Ouais. choses qu'on a parlé, Ouais, puis finalement on a absolument. oublié d'en parler? Ouais. Ben,
Moi, il y a vraiment un message, c'est n'ayez pas peur de l'IA, domptez-la. OK. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de menaçant. Je crois vraiment qu'il faut prendre le temps de se l'approprier, de bien faire les choses, mais il faut l'utiliser. En niant l'existence, puis en retardant l'introduction dans l'entreprise, ça ne fera pas que les gens vont mieux l'utiliser. Mhm. Pas du tout. Au contraire, ça va être que, en tout cas, selon mon point de vue, ça va faire que l'écart va être tellement grand que le choc va être supérieur. Ouais. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, bon, il faut l'utiliser de manière sécuritaire, bien entendu, avec une charte d'éthique, etc. Il faut mettre les balises, mais utilisez-la. Commencez à l'utiliser petit à petit, progressivement, parce que c'est tellement une technologie qui est disruptive, je ne sais pas si le terme en français est juste, là, en tout cas, Mhm. que plus on attend, plus la distance L'écart. puis l'écart va être énorme. Donc, Ouais. je l'ai mentionné, il ne faut vraiment pas attendre. Fait que, il faut l'apprivoiser. Puis, le deuxième message, c'est il faut éduquer, Mm. éduquer, éduquer. Absolument. Il faut vraiment rehausser la littératie numérique de Ouais. nos équipes, des gens qui nous entourent, parce que ça va être omniprésent dans nos vies. Puis si on ne le comprend pas, ben, on risque d'être plus victime de ces technologies, alors que si on les comprend, ben, c'est nous qui allons profiter de ces technologies. Mhm. Donc, pas avoir peur d'expliquer comment ça marche. Puis, comme je dis, on ne va pas faire des ingénieurs avec tout le monde, Non, c'est pas non. ça le but, mais de démystifier les choses, d'expliquer vraiment ce qu'on peut faire, ce que ça ne fait pas, de prendre le temps d'éduquer les gens, parce qu'il faut que la marche, encore une fois, soit progressive, puis ça commence par ça, par de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation. Ça ne mord pas, ça fait pas mal. Ouais. Puis au contraire, quand on commence à l'utiliser, ben, on se rend compte qu'il y a des belles choses qu'on est capable de faire avec, donc c'est un très bel outil. Là. Puis, par curiosité aussi, avant de passer à la prochaine section, est-ce que vous en avez de la formation, de l'éducation par rapport à ça? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent parfait, je veux éduquer mes gens, mais moi, autant qu'eux, je sais pas trop comment m'en servir ou je voudrais être plus en mesure de bien l'utiliser, mais je sais pas par où commencer Ouais. ou quelles sont mes ressources. Est-ce que tu en aurais des ressources à proposer Oui, peut-être oui, aux tout gens? à fait. En fait, si on regarde, il y a trois grands usages très rapidement dans l'entreprise aujourd'hui. Il y a tout le volet des assistants conversationnels, où ça, c'est un type d'utilisation. Il y a les logiciels qu'on a qui intègrent de la technologie. Ouais. Donc, on peut penser à des SIRH, on peut penser à des Ouais. CRM, tous les outils intègrent de l'IA. Et après ça, il y a les outils qu'on bâtit. Donc, oui, on peut aider aux différents endroits, mais c'est des choses différentes. Ouais. Quand on est au niveau des assistants personnels, ben, c'est beaucoup plus d'éduquer les gens, Ouais. les utilisateurs, puis de les amener à bien comprendre quelles tâches on peut confier à la machine, comment bien le faire, comprendre toutes les dimensions éthiques. Donc, c'est vraiment de rehausser les compétences de l'individu par rapport à l'introduction de l'IA dans certaines tâches. OK. À l'autre extrême, quand c'est vraiment de l'analyse de processus, ben on le fait aussi. Mais la dynamique est différente. C'est qu'on va prendre un processus, mettons, en ressources humaines, on pourrait penser à un processus de gestion de la performance. Puis là, on va vraiment le découper en disant, c'est quoi toutes les étapes? Puis où est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à mettre de l'IA dans ces étapes-là? Puis où est-ce que l'humain est encore fondamentalement essentiel? Puis on va adapter ça. Où est-ce que la machine va aider l'humain? Mhm. Et là, on va définir un processus. Une fois qu'il est fait, ben, les besoins de mise à niveau des individus sont moins grands parce que le processus a été comme préapprouvé un petit peu. OK. Versus quand l'individu l'utilise pour ses tâches, ben, lui, il y a des possibilités d'erreurs puis de dérapage qui sont même plus grandes. Donc, oui, on le fait dans de la formation, on le fait dans l'accompagnement des équipes pour la planification, OK. des RH, des équipes de direction, des équipes de gestionnaires. Puis on le fait aussi dans l'analyse des processus, puis la capacité à introduire finalement de l'IA dans différents endroits. Je dirais que la grande différence, c'est que nous, on le fait sous l'angle humain. Oui. Donc, toujours avec le souci de dire, ben, l'idée, c'est pas de dire, voici la machine, qu'est-ce que l'humain va faire avec. C'est vraiment de se dire, ben, on a un humain qui fait ça, comment la machine peut l'aider. Ouais. C'est pas la même chose. Change ton point. là. L'angle est très C'est ça. différent. Absolument. Et C'est donc, il y a tout ce souci de, ben, au-delà de l'équipement, on sait que dans un processus technologique de transformation, il y a la technologie, les processus et les personnes. Ben, nous, le volet personne, on le travaille en interaction avec les deux, Mhm. Ouais. en se disant, ben, comment on s'assure que les humains qui vont utiliser ça sont outillés pour le faire, sont ouverts à le faire,
vont le faire de la bonne façon. C'est toute la dimension qu'on va travailler dans les organisations. Puis humain, c'est dans humain aussi. Je pense que c'est le humain, Oui, c'est ça. oui, Puis oui. on, c'est performance, mais c'est comme la fin. Hein. Tout J'avais à fait, regardé c'est un la peu contraction des C'est deux mots, ça. mais l'humain est vraiment à la base. Exactement. Ce qu'on croit, Ouais. c'est que la croissance des organisations et la performance passent par des humains Absolument. qui sont bien, puis qui vont comprendre leur rôle, qui vont évoluer, qui vont grandir. Donc, c'est la mission qu'on se donne. Oui, J'adore ça. J'adore. Moi Ouais. aussi. Tellement un beau... J'adore le nom immense. J'adore. On serait prêt à passer à notre prochaine Est-ce que tu connais section? les jeux meilleurs? Non, pas Non. du tout. C'est des jeux, dans le fond, de conversation, team building. C'est Oui, une entreprise d'accord. québécoise. Puis nous, on aime ça. Donner une carte, dans le fond, c'est pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. Ah, ben avec plaisir. Ouais. Fait que, dans le fond, il y a 5 cartes. Ça. Oui. Puis on en a... Ariane en a présélectionné 5, puis tu peux en piger une, puis répondre, dans le fond. Ben, parfait, avec grand plaisir. Dans le milieu. Oui. Alors, Tu peux la lire au micro. as-tu essayé quelque chose de nouveau dans la dernière année? En plus, on est vers la fin de l'année en ce moment. On parle où des ce qu'on transformations, de la Ouais. nouveauté. Au niveau humain ou tout domaine confondu? filme. Tout domaine confondu. C'est comment toi tu l'aperçois la question. Ah, ouais. Dans le fond, c'est selon ta perception. Ben oui, moi je suis dans la vie, dans mes loisirs, je suis pilote de drone, Ah! OK. C'est dommage le fun! certifié Transport Canada. Et ce que j'ai essayé cette année, ben, c'est qu'effectivement, OK. au Canada, il y a 3 niveaux de certification. J'ai été chercher le niveau Wow! supérieur Wow, de certification. félicitations! Mais c'est super intéressant parce que ça ouvre des possibilités Absolument. de piloter beaucoup plus Ah, large. wow. Fait que c'est quelque chose que je voulais faire. J'avais les autres certifications, mais je voulais aller plus loin. C'est quoi tu regardes avec ça, dans le fond? Ouais, est-ce que tu as des projets en Ouais, lien avec ouais. ça? Ben, en fait, comme je dis, c'est plus de l'ordre du loisir. Ouais. Mais sans tomber dans les détails, les nouvelles certifications, ce que ça permet, c'est dans certaines conditions, puis c'est très réglementé, mais c'est d'avoir un appareil qui va voler plus loin que ce que la vue permet. Ouais. Donc, on va pouvoir le perdre de vue, entre guillemets, là, parce que, Oh. comme je dis, c'est cartographié, etc. là. Donc, avant ça, ben, il fallait le voir en tout temps. Mhm. Là, ce que je vais pouvoir dans certaines régions où il n'y a pas d'activité aéronautique contraignante, ben, d'être en mesure finalement. Wow. Donc, ça permet de découvrir, si on est loin dans la forêt, ben, de voir des choses Ah, wow! qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça donne une perspective différente. C'est ça la beauté Absolument. d'être dans le ciel, c'est de regarder ce qu'on ne voit pas à partir du sol. Ah, Fait que wow. c'est une expérience qui est super intéressante de découvrir Ben oui, finalement j'en doute pas. des nouvelles Ah. perspectives. C'est quoi qui t'a donné le goût de commencer cette certification-là, dans le fond? Moi, ça fait longtemps que je fais de la photo. Je suis OK. un photographe passionné. Et puis, un drone, c'est un appareil photo qui Ben vole. oui, ben oui, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça. Fait que les certifications, je les ai fait parce que pour pouvoir finalement le faire, ben, ça Mhm. prend des niveaux de certification. Et puis, ben, après ça, on y prend goût. Parce que c'est, comme je dis, on voit le monde sous un angle, Ouais. finalement, comme Ouais. quand on est en avion, mais Ouais. pas à la même hauteur. Donc, c'est une perspective qui est vraiment super intéressante. Ah, mais c'est vraiment intéressant comme réponse. Oui. Ah, oui. c'est une belle facette de toi. Oui, Merci vraiment. Ah, ben merci beaucoup Merci. d'être venu. Oui, moi, Merci. j'ai adoré ça. J'ai trouvé Oui. ça super intéressant. Puis je Oui. sens que ça va faire peut-être du bien aux gens aussi qui vont écouter. C'est un discours qui est peut-être différent ou c'est un discours qui est peut-être nécessaire et réconfortant pour certaines personnes aussi. Fait que j'ai l'impression que, oui, c'est une réalité qui est encore à apprivoiser, qui fait encore peur. Mais de ce que je retiens, c'est qu'il faut l'apprivoiser, il ne faut pas en avoir peur. C'est normal, en fait, d'avoir des doutes, des émotions par rapport à ça. Par contre, ne pas oublier de garder l'humain central dans l'utilisation de ces Ah ouais, machines-là. oui, c'est Donc, vraiment... ouais. Je le redis, on ne devrait pas se demander comment la machine va remplacer l'humain. On devrait se demander comment la machine va augmenter l'humain. Mhm. Comment, potentiel de c'est quoi l'humain. les possibilités pour être en mesure de faire des choses plus intéressantes avec une plus grande valeur humaine Ouais. Ouais. grâce à la machine, Mhm. pas l'inverse. Absolument. Mais j'adore ça, puis je pense que c'est vraiment un beau message sur lequel clore l'épisode. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Didier. Très intéressant. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!